Mon père m'a publiquement humilié à sa fête de départ à la retraite parce que je n'étais qu'un ouvrier. Alors j'ai fermé la porte. J'ai regardé leur monde s'effondrer doucement. Mon grand frère Maxime, 31 ans, était l'enfant prodige. Il ne pouvait littéralement rien faire de mal. Footballeur vedette bourse à l'université et un sourire qui faisait oublier à chaque prof quand il rendait ses devoirs en retard. Ma petite sœur Chloé, 26 ans, était l'éternelle demoiselle en détresse battant des cils pendant que tout le monde se précipitait pour résoudre ses problèmes qu'elle avait elle-même créés. Et puis, il y avait moi, l'homme couteau suisse. On ne me remarquait que quand il fallait réparer quelque chose. Grandir dans cette maison, c'était avoir une place au premier rang du spectacle Maxime et Chloé, avec des pauses pub du genre « Sébastien, la porte du garage est encore bloquée ». Ou bien « Sébastien, tu peux aider ta sœur pour son exposé ». J'ai passé mon enfance à regarder papa apprendre à Maxime comment lancer parfaitement un ballon, pendant que maman filmait le spectacle de danse de Chloé, avec une caméra que c'est moi qui avais dû configurer. Pendant ce temps, j'étais dans le garage à apprendre tout seul à refaire des carburateurs. Personne n'avait le temps de m'expliquer. J'ai tout appris par moi-même. De la plomberie de base à l'électricité avancée. Personne n'a jamais pris la peine de voir que j'existais, sauf quand quelque chose tombait en panne. Le jour des bulletins, tout était dit. Maxime ramenait des A partout. Il avait la dernière PlayStation. Chloé s'en sortait à peine avec des C, et on la félicitait pour son esprit créatif qui ne convenait pas à l'école traditionnelle. Moi, je ramenais un mélange de A et de B. Et papa levait à peine les yeux de son journal pour lâcher « Peut mieux faire ». Pas de dîner de fête, pas de nouveaux jeux vidéo. Juste un bref moment d'indifférence avant de revenir à leur favori habituel. Quand j'avais 10 ans, on a gagné un concours radio pour un voyage à Disneyland Paris. Maman a fait une annonce énorme au dîner. J'ai passé des semaines à dessiner des montagnes russes, à parler de rencontrer Mickey. 2 jours avant le départ, papa a dit, comme si de rien n'était, qu'on ne pouvait emmener que 2 enfants, question de budget. Devine qui est resté chez mamie. Pourtant, sur les photos, il y avait plein de places dans la suite d'hôtel. Maxime avait son grand lit, Chloé partageait avec maman. On m'a rapporté un porte-clés bon marché, l'étiquette à 4,99 €, même pas arrachée. À 12 ans, je savais déjà remettre un disjoncteur réparé du placo, changer un broyeur à déchets. Personne d'autre ne voulait s'en occuper. Si Maxime bouchait les toilettes, c'était pour ma pomme. Si Chloé renversait du jus sur la box et que la Wii s'éteignait, on attendait de moi que je règle ça, même si je n'étais pas à la maison. Un jour, je rentre de l'école, le frigo ne marche plus. Maman me donne un tournevis. T'es doué, trouve une solution. Je n'avais même pas fini la puberté. Les week-ends, pas de sport ni hobby. C'était pour aider papa à bricoler. Ce qui voulait dire que je faisais tout pendant qu'il surveillait avec une bière sur la terrasse. Chloé avait cours de danse et d'écriture. Maxime foot et guitare. Moi, une boîte à outils. Quand j'ai demandé à rejoindre un club de robotique, maman a dit qu'on n'avait pas les moyens. Cette même semaine, Maxime a eu une batte neuve pour le baseball. Chloé prenait des cours d'art pour s'exprimer. J'ai fini par fabriquer des robots avec des bouts de récup en regardant des tutos YouTube quand tout le monde dormait. Pour mes 13 ans, c'était le tournoi de foot de Maxime à 3 régions de là. Pas la peine de faire semblant de choisir. Mon anniversaire. Un gâteau du supermarché acheté en partant anniversaire, chanté à 6 heures du matin, alors que je dormais encore à moitié. Il y a 20 € sur le comptoir si tu veux commander une pizza. Ils ont passé 4 jours à encourager Maxime pendant que je mangeais des plats surgelés tout seul. Chloé, elle, a eu un week-end à la ferme pour ses 13 ans. Le pire, c'est quand je suis allé en finale régionale de sciences en seconde. Le concours avait lieu un samedi après-midi. J'étais content quand mes parents ont dit qu'ils essaieraient de venir. J'ai cherché leur visage dans la salle pendant ma présentation. J'ai appris plus tard qu'ils avaient zappé pour aller à la répétition de théâtre de Chloé. Pas la représentation, non juste la répétition. Parce qu'elle stresse, il faut la soutenir. J'ai eu la médaille d'argent, elle doit traîner dans un tiroir. Au lycée, j'ai accepté mon rôle d'invisible. Celui qu'on voit flou au fond des photos de famille quand on pense à l'inclure. Je suis devenu le gars à tout faire des toilettes bouchées aux impôts à remplir. Sébastien va gérer. C'était devenu la devise familiale. Toi qui fuis compte sur moi. Compte à découvert pareil. La boîte à outils sur pattes,
devait tout régler. Le jour de mon bac, j'y pense encore. Maxime lui a eu une BMW neuve. Il lui fallait une voiture fiable pour la fac. Chloé, elle a eu 2 semaines en Europe. Elle est artiste, il lui faut des expériences culturelles. Moi, une montre premier prix étiquette, 24 €, à moitié arrachée, et un fier de toi fiston à peine sincère, comme s'il parlait à l'enfant d'un voisin. Cette nuit-là, regardant cette montre, j'ai compris que personne ne viendrait me sauver de l'oubli familial. Si je voulais quelque chose, il fallait que je le construise moi-même. Après le lycée, je suis allé direct dans le bâtiment, pendant que Maxime filait à l'université chic et Chloé se trouvait sur la carte bleue de mes parents. Je me suis défoncé, j'ai appris tous les métiers possibles. Charpente, électricité, plomberie, maçonnerie, tout. Je bossais 60 heures par semaine dans un appart si petit que je pouvais toucher les 2 murs en allant aux toilettes. 5 ans de place micro-ondes de sandwich au beurre de cacahuète. J'économisais chaque sou pendant que mes frères et sœurs postaient des photos de vacances et de dîners familiaux sans moi. C'était à la dernière minute, Sébastien, et puis tu bosses toutes les timpies. La 3e année, j'ai eu ce que je croyais être ma chance rénovation de salle de bain à 12 000 € pour un avocat du beau quartier. 3 semaines de boulot. Dépose plomberie, carrelage, installation. Tout dans les règles. J'ai même fini 2 jours en avance. Au moment de payer, le type disparaît, ne répond plus, message flou à sa secrétaire. Quand je l'ai coincé chez lui, il m'a filé un chèque de la moitié, prétextant un souci d'alignement du carrelage. C'était faux, menaçant de me poursuivre si je continuais. J'ai perdu près de 4 000 € de matériaux déjà payés. Mon projet de boîte a pris 6 mois de retard. Après 6 ans à galérer, économiser. Apprendre, j'ai enfin lancé mon entreprise. Pas de prêt familial, pas de caution parentale, pas de filet. Juste mes mains abîmées et un camion d'occasion avec 180 000 km. Les premières années ont été dures. Je prenais tous les chantiers que personne ne voulait, je cassais des prix, les clients essayaient de m'arnaquer parce que j'avais l'air jeune. Mais j'ai tenu pendant que Maxime le chouchou enchaînait les jobs de bureau dont il se faisait virer et que Chloé passait d'un copain à l'autre qui finançait sa carrière artistique. Il y a eu une période vraiment galère. Camion en panne-outils, volé sur chantier, l'appart infesté de moisissures. Plus de toit, plus de moyens de transport. J'ai appelé mes parents, pas pour de l'argent, juste pour squatter une semaine ou 2 le temps de m'en sortir. Maman a dit que Chloé venait tout juste de revenir, qu'ils ne voulaient pas être trop nombreux. Papa a dit que je m'en sortirais bien, j'ai toujours été débrouillard. J'ai dormi dans mon camion en panne sur le parking de Leroy Merlin. Quand j'ai enfin relevé la tête, personne n'a demandé comment j'avais fait. 2 semaines après, je suis allé au dîner du dimanche. Routine habituelle. Chloé râlait parce que ses cristaux ne se rechargent pas bien à la fenêtre. Maxime se vantait de son nouveau boulot comme s'il n'avait pas été viré des 3 précédents. J'ai mentionné que mon camion roulait. Enfin, maman a souri. Tu vois, on savait que tu t'en sortirais. Comme si ça comptait. Puis il y a eu le chantier qui a tout changé. Rénovation d'un cabinet dentaire, rien de fou. Juste salle d'attente et 2 pièces. J'ai bossé comme un malade 3 nuits blanches pour livrer à l'heure. Le propriétaire a tout inspecté, m'a serré la main. Le meilleur artisan que j'ai eu. Propre, ponctuel, travail de qualité. Il m'a payé sur le champ, m'a donné ses cartes de visite, m'a dit qu'il parlerait de moi à tous ses confrères. Ce soir-là, je suis allé chez mes parents pour dîner pour une fois que je ne terminais pas tard. Je voulais partager une bonne nouvelle. Maman s'extasiait devant la nouvelle voiture de société de Maxime. Papa aidait Chloé à remplir une demande de bourse artistique qu'elle n'utiliserait jamais. Quand il y a eu une pause, j'ai parlé du chantier et des recommandations. Chloé a levé la tête. « C'est mignon, Sébastien, tu bricoles toute la journée. » Bon papa, à cette question du formulaire, personne n'a demandé ce que c'était ni combien j'avais gagné. On est passé à autre chose, comme si j'avais parlé du temps. Ma place de boîte à outils familiale n'a jamais bougé. Pire, c'est devenu plus intense. Toi qui fuis Sébastien, tu viens quand voiture qui fait du bruit? On ne fait pas confiance aux garagistes. Tu peux voir, Chloé veut repeindre son appart. Elle est allergique à la couleur. Les vapeurs de peinture la rendent malade. Maxime veut une terrasse chez lui. Les artisans sont trop chers, la famille s'entraide. Et l'hémorragie financière n'arrêtait pas.
Quand Maxime a perdu son premier vrai job parce qu'il ne se pointait pas à l'heure de Vin, qui a payé ses loyers pendant 3 mois. Quand Chloé est tombée enceinte d'un barman qui a disparu plus vite qu'une bière gratuite en soirée étudiante, qui a payé ses frais médicaux. Quand mes parents étaient en retard de crédit pendant le COVID parce qu'ils avaient refinancé pour payer le MBA de Maxime et la retraite bien-être de Chloé, qui a mis 1 500 € par mois pendant presque 2 ans. La boîte à outils. Je me répétais que c'était normal que la famille c'est le sacrifice, mais c'était toujours le mien. Mon temps, mon argent. La balance n'était pas déséquilibrée, elle était cassée. Et j'étais trop englué dans le brouillard familial pour le voir. Puis, il y a eu la goutte d'eau. Quand papa Gérard a eu 65 ans au printemps dernier, il prenait enfin sa retraite après 40 ans à l'usine. J'ai appelé maman pour demander si on organisait quelque chose. Je me disais que ce serait peut-être l'occasion de faire un truc qui compte pour lui. Elle m'a dit qu'il faisait juste un petit pot à la maison des associations avec quelques collègues, qu'on ferait un dîner en famille une autre fois. J'ai proposé d'aider, d'apporter à manger. Elle a coupé court. On gère. Sébastien, t'en fais pas. J'ai respecté. J'ai bossé sur ce que je croyais être le cadeau parfait, la Mustang 68, qui pourrissait dans leur garage depuis 20 ans. Il parlait toujours de la restaurer un jour, mais jamais le temps ni l'argent. J'avais mis 2 ans à récupérer toutes les pièces, à écumer les casses, les forums. J'avais prévu de la faire remorquer à mon atelier la semaine suivante pour qu'on bosse dessus ensemble. Peut-être enfin du vrai temps père-fils sans réparer ses erreurs. J'avais aussi mis 20 000 € d'acompte sur un SUV neuf pour eux. Leur monospace ne tenait plus que grâce au scotch et à la prière. Ils crachaient de la fumée bleue, faisaient un bruit de baleine mourante. Je me disais qu'ils auraient besoin d'un truc fiable pour tous ces voyages en retraite dont ils parlaient. Ça a mis mon budget à genoux, mais bon. C'est mes parents, non. Le vendredi de sa retraite, je rentrais du chantier et j'ai décidé de passer à la maison des associations. Peut-être attraper la faim, le féliciter en personne. Là, je découvre le parking, plein à craquer voitures dans la rue Banderole. Bonne retraite, Gérard Camions traiteur arches de ballon. Tout le tralala. Je me garde de l'autre côté, je pige pas. Peut-être que son boulot a tout organisé. Mais je reconnais les voitures, le SUV de ma tante, avec les autocollants de famille, le pick-up F-150 de mon cousin, la Buick de mon oncle, avec les plaques d'anciens combattants, la BMW de Maxime garée, juste devant sûrement, sur une place interdite, la Jeep de Chloé, avec son autocollant Maman bénie. Ce n'était pas une petite réunion de travail. C'était une vraie fête de retraite, avec toute la famille élargie. Et je n'en avais pas entendu un mot. Je suis resté presque une demi-heure dans ma voiture, à regarder les gens arriver avec des cadeaux à rire, à embrasser mon père, comme s'il était un héros de retour. À travers les vitres, je voyais les décorations, l'énorme table de gâteaux, un diaporama projeté sur le mur. D'où j'étais, j'apercevais des photos de toute la vie de mon père, beaucoup de Maxime marquant des buts de Chloé en costume de danse des vacances familiales, où je n'étais jamais allé parce qu'on ne pouvait pas emmener tout le monde, ou parce que j'étais utile à la maison. 20 minutes plus tard, mon oncle est arrivé. Il vit à Nice maintenant, parti il y a 5 ans pour ses problèmes de santé. On s'envoie des textos tous les quelques mois à propos de restauration de vieilles voitures. C'est lui qui m'a appris à vidanger une voiture à 12 ans. Il a forcément pris l'avion juste pour ça. Il avançait lentement avec sa bouteille d'oxygène, mais il était là. Impossible qu'il traverse tout le pays pour un petit pot. C'était planifié depuis des semaines, des mois. J'allais partir quand j'ai vu mon cousin. Je ne l'avais pas vu depuis son mariage 3 ans plus tôt. Le pire, c'est qu'il m'avait appelé la semaine d'avant pour des meubles à installer chez lui. On a parlé 20 minutes de son taf du bébé qui arrive. Pas un mot sur la fête. Ils savaient. Ils savaient tous. Ce n'était pas un oubli. C'était voulu. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas débarqué en hurlant. Je suis resté dans mon camion avec cette lourdeur froide dans le ventre, en admettant enfin ce que je refusais de voir. Je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. J'étais juste le bricoleur qui partage leur ADN. Le soir, dans mon garage, à regarder toutes ces pièces de Mustang accumulées, mon téléphone a vibré. Un message de Maxime manifestement pas destiné à moi. Crisis averted. He didn't show up. Told you he wouldn't notice. LOL.
3 secondes après, il l'a supprimé et m'a envoyé merde mauvais destinataire. Oubli. Je suis resté à fixer l'écran. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait sciemment exclu. Et mon frère trouvait ça drôle. J'ai répondu « De quoi tu parles ?» 4 minutes plus tard. « Rien t'inquiète, juste du boulot. » J'ai insisté. « Arrête, tu parlais de la fête de papa non long silence, puis regarde, c'est rien de personnel. » Papa était stressé, il voulait pas trop de monde. Il voulait juste être entouré des gens avec qui il a des affinités. Tu sais, ceux avec qui il peut parler. Toute la famille était là. Prends pas ça mal, tu es juste différent. Ce délire de chantier, tu comprends, papa voulait se détendre avec ceux qui le comprennent. Tu sais comme tu le mets mal à l'aise avec tes histoires d'ouvriers. Et puis, t'es toujours occupé, donc pas besoin. Mon délire de chantier, les compétences qui faisaient tenir leur maison debout. L'entreprise que j'ai bâti tout ça pendant que lui ratait des jobs offerts par ses copains d'école. Le boulot manuel qui ne gênait jamais mon père quand il fallait réparer sa terrasse ou sa voiture. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone, annulé la commande du SUV. Le vendeur ne comprenait pas. Mais vous étiez si content. J'ai juste dit que les plans avaient changé. Le lendemain, j'ai mis toutes les pièces de la Mustang sur le bon coin. Garage vidé avant la nuit. Les messages ont commencé tout de suite. Maman texto sur le dîner du dimanche comme si de rien n'était. Papa qui demande quand je peux venir voir le show filmo. Maxime fait comme si le texto n'était pas grave. Chloé envoie des photos de mon neveu avec la légende « Il te manque, tonton Sébastien », suivi d'une demande de babysitting ou d'argent. 3 jours sans réponse, Maxime me demande si je peux vite fait co-signer pour son nouveau bail, vu que son crédit est ruiné à cause d'un malentendu avec son ancien proprio. Pas un mot sur la fête. Juste une faveur. Je n'ai même pas ouvert le message, juste balayé la notification. Le lendemain, Chloé me demande 400 € pour l'essence pour aller à une retraite de yoga à Biarritz qui va aligner ses chakras et faire d'elle une meilleure mère. Il faut que tu répondes vite, la réduction se termine ce soir. Pas un mot sur la fête de papa. Maman a appelé 2 fois ce week-end-là, sa tablette buguait. Il fallait régler ça avant le bingo virtuel avec les dames de l'église. Message vocal interminable sur Facebook qui ne charge pas, mais pas une fois, elle ne demande comment je vais, ni pourquoi je ne réponds pas. Juste un SAV à la demande. Papa lui en rajoute avec un texto sur la tondeuse cassée et l'herbe qui devient honteusement haute photo à l'appui légende culpabilisante. Les voisins vont croire qu'on laisse la maison à l'abandon. Comme si je devais tout lâcher pour sauver leur pelouse. Le plus fort, c'est Maxime. Semaine 4. Un texto tranquille. Tu peux refaire la terrasse chez moi ce week-end. J'ai un barbecue avec mon boss lundi. Il joint les plans Pinterest de ce qu'il veut comme s'il commandait chez Ikea. Pas un mot sur la paix, juste la certitude que j'allais venir bosser gratos avec 0 délai. J'ai failli rire devant tant d'audace. Je n'ai répondu à rien. Je me suis concentré sur mon entreprise. J'ai commencé à décrocher de gros chantiers commerciaux que je n'abordais jamais faute de temps à cause de la famille. Sans mes week-ends aspirés par leurs urgences, sans mon compte vidé par leurs conneries, j'avais enfin du temps du capital. J'ai embauché 3 gars de plus, acheté un 2e camion. Semaine 1 sans réponse, puis 2, puis 3. Les messages devenaient plus désespérés, plus manipulateurs. Maman disait que papa avait l'attention à cause de mon comportement. Papa envoyait des messages. Après tout ce qu'on a fait pour toi, voilà comment tu nous remercies. Maxime disait que maman pleurait tous les soirs à cause de moi. Chloé assurait que son fils demandait toujours après son oncle. Quand ça ne suffisait pas, ils ont rameuté la famille élargie. Tante, oncle, cousin que je ne vois jamais, tout le monde trouvait soudain que je manquais de respect à mes parents. Ma grand-mère, qui n'a pas appelé pour mon anniversaire depuis 10 ans, m'a trouvé pour dire « la famille, c'est tout ». Le pasteur de la famille, qui ne m'aurait pas reconnu dans la rue, m'a écrit sur la réconciliation. Je les ai tous bloqués un par un, comme on taille les branches mortes d'un arbre. Et puis les urgences ont débarqué. Subitement, tout le monde avait besoin de moi. Voiture de maman en panne, dans un mauvais quartier. Dos de papa bloqué, il ne peut pas payer le kiné. Maxime risquait l'expulsion à cause d'une erreur de compta au travail. Le fils de Chloé avait un problème médical nécessitant de l'argent immédiatement. Le sommet,
C'est maman qui m'a envoyé la liste complète des courses pour le dîner de Thanksgiving, avec les plats que je devais préparer et apporter comme si tout était normal. Elle a fini son mail par pense à ramener les chaises pliantes de ton appart. Il y aura du monde. Zéro question sur mon absence, aucune excuse. Même pas « tu viens ?» Juste des ordres pour le domestique familial. Avant, ce genre de message me faisait bondir porte-monnaie ou boîte à outils à la main. Maintenant, je les archive point barre. Leurs urgences ne sont plus les miennes. Leur manque d'organisation, plus mon problème. Un mois de silence. Maman débarque sur un de mes chantiers. J'étais sur un toit. Mon chef appelle à une dame qui dit être ta mère. Je la vois bras croisés, visage de victime qu'elle maîtrise à la perfection. Je descends casque sur la tête, ceinture à outils autour de la taille. Elle me débite un discours rodé sur l'ingratitude, la famille et ses nuits blanches, la santé déclinante de papa, tout ce qu'on a fait pour toi qu'elle ne comprend pas ma cruauté soudaine. J'attends qu'elle ait fini, puis je demande simplement « Qu'est-ce qu'il y a à réparer ?» Son discours cale, elle tente de changer de sujet. Je lui fais remarquer qu'elle ne m'appelle que quand il y a un problème ou un besoin d'argent, et je demande ce que c'est cette fois. Elle proteste, on est une famille. Je rectifie. Vous êtes une famille. Moi je suis juste le gars qu'on appelle quand l'évier fuit. Elle passe aux larmes comme d'habitude, tente de parler de tous les sacrifices qu'ils ont faits pour moi. Je ris, je lui demande d'en citer un. Un seul où elle m'a mis en priorité, pas Maxime ou Chloé. Elle ouvre la bouche plusieurs fois. Rien. À court d'arguments, elle finit par avouer. Le chauffe-eau a explosé, inondation partout. Papa ne peut pas payer un plombier. Maxime refuse, il dit qu'il est à sec. Pas un mot sur moi ou sur leur exclusion. Juste un boulot de plus pour la boîte à outils. Je lui dis simplement « Leroy Merlin vend des chauffe-eau, les instructions sont sur YouTube. » Je remonte sur le toit, je reprends le travail. En la voyant partir, je n'ai ressenti que de la paix. Comme si je venais enfin de poser un fardeau porté toute ma vie. 6 mois passent. Mon entreprise explose. Plus aucun souci familial à gérer. 12 salariés, du matériel neuf, plus besoin de louer. Premier contrat public, nouveau camion. Juste parce que j'en avais envie, j'ai commencé à sortir avec Clara, architecte de 28 ans, intelligente, indépendante, qui ne m'écrit jamais à 2 heures du mat, pour des problèmes évitables, avec un minimum d'organisation. J'ai parfois des nouvelles par des connaissances. La femme de Maxime l'a quitté fatiguée de son syndrome de grand enfant. Chloé vit à nouveau chez mes parents, son dernier copain l'a mise dehors. Leur maison tombe en ruine sans l'homme à tout faire. Un jeudi pluvieux texto d'un numéro inconnu. C'est Chloé. Le toit fuit grave. Genre vraiment grave. Le plafond va s'effondrer. Maxime peut pas aider, il est en bataille pour la garde de son fils. J'aimerais, mais j'ai pas un sou. Je sais que t'es vexé, mais s'il te plaît, ils mettent des seaux partout. Tu vas vraiment bouder ta famille pour une fête débile. Tu te rends compte que tu abuses. Je n'ai pas répondu. Le lendemain soir, mon téléphone pro sonne. Celui pour les clients. C'est papa. Sébastien, sans même dire bonjour. Le toit est mort. Il y a de l'eau partout. Maxime peut pas y les faucher. Chloé sert à rien. Les devis sont trop chers pour ma retraite. Je me tais. Pour la première fois, je ne saute pas sur la solution. Silence pesant. Il finit par lâcher. Je sais que ça va pas entre nous, mais on a besoin d'aide. De la vraie. Bon courage. C'est tout ce que je réponds de neutre. Il explose. Tu te fous de moi? C'est tout. Bon courage, il enchaîne sur le risque de perdre la maison. Je lui dis qu'il aurait dû y penser avant de claquer tout dans la fête de retraite. Il demande comment je sais. Je lui explique que je suis passé, que j'ai vu tout le monde fêter sans moi. C'était pas mon idée. Il change de ton. C'est ta mère et Maxime. Je coupe. Maxime m'a envoyé un texto par erreur. Il a dit que tu ne voulais pas de moi, que je gâcherais l'ambiance avec mes histoires de chantier. Longue silence, puis il avoue. J'avais honte. Tous les copains médecins avocates de Maxime étaient là. Les artistes de Chloé, les cadres sup. Et toi, toi. Je voulais juste un jour où je me sente pas ouvrier. Voilà. J'étais la honte. Le rappel des racines ouvrières qu'ils voulaient t'enfuir. Maxime et Chloé, c'était leur ticket pour grimper socialement. Moi, j'étais l'encre qui les ramenait sur terre. Je lui donne le numéro de mon sous-traitant pour la toiture. Il travaille bien pas cher. Dis-lui que t'es retraité, il fera peut-être un prix.
Quand ils protestent qu'ils n'ont pas les moyens, je réponds « Ce n'est plus mon problème ». Je raccroche. Je bloque son numéro. Il avait honte du fils qui s'est tué au travail pour eux. Très bien. Ce jour-là, j'ai décidé de les rayer de ma vie. Certains diront que j'exagère, mais quand ta propre famille est humiliée et exclue, ça fait mal. C'est dur à pardonner. Le lendemain matin, j'étais sur le plus gros chantier de ma boîte. Le promoteur, un vieux qui a tout monté tout seul, m'appelle. « Sébastien, je viens de visiter avec mes investisseurs. Ils sont bluffés par la qualité et tu es en avance. Plus personne ne bosse comme ça. » Je le remercie, il continue. « Mon fils ouvre un resto, il aura besoin de travaux. Je lui donne ton numéro. Tu es le seul artisan à qui je fais confiance. » Plus tard, mon chef m'a surpris en train de relire les plans du prochain projet. Il bosse avec moi depuis le début, il a tout vu de loin. Il regarde les plans, puis le chantier qui tourne à plein. Tu sais, tu as construit quelque chose de vrai ici. Pas juste des bâtiments. Une réputation, une équipe des gens qui veulent bosser pour toi parce que tu les respectes. C'est rare. Ça compte. Un mois après l'histoire du toit, j'ai enfin rencontré les parents de Clara. Ils venaient fêter leur anniversaire de mariage. On sortait ensemble depuis 4 mois, j'étais mort de trouille. Pas de mentir. Je m'attendais à être jugé après une vie entière à ça. Clara avait réservé un super resto. J'ai mis ma seule vraie chemise et mon jean cliente. Son père est ingénieur chef de service. À peine entré, il me serre la main. Franchement, commence à me poser des questions sur mes chantiers. Pas pour faire semblant des vraies questions techniques, il avait visiblement écouté Clara parler de moi. Il avait rénové lui-même quelques maisons avant de devenir cadre. On a passé une demi-heure à parler murs porteurs et galères de permis. Franchement, Sébastien, je suis impressionné. Monter une boîte aujourd'hui, il faut du cran et du savoir-faire. La plupart des mecs de ton âge cherchent encore leur voie. Sa mère me demande mon modèle d'entreprise, comment je gère les équipes, mon plan à 5 ans. De vraies questions respectueuses. Jamais ils ne m'ont fait sentir que mon métier était honteux. Quand j'ai parlé de me lancer dans le commercial, le père de Clara a sorti son téléphone, m'a montré un immeuble qu'il pensait acheter. J'aimerais ton avis pro, tu penses que le prix est raisonnable, vu les travaux à prévoir. Après le dîner, Clara est partie aux toilettes. Sa mère s'est penchée vers moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Clara a eu de sacrés boulets. Des mecs qui parlaient beaucoup, mais ne savaient pas changer une ampoule ni gérer leur budget. Ça fait du bien de la voir avec quelqu'un qui construit des choses et prend ses responsabilités. Le contraste avec ma propre famille était flagrant. Ces quasi inconnus m'ont témoigné plus de respect en un repas que mes parents en toute une vie. Son père, un homme instruit exactement le genre que mon père croyait hostile à mon boulot manuel, était sincèrement impressionné. C'est fou comme la vie fait bien les choses. Tu passes des années à chercher la reconnaissance de ceux qui ne te la donneront jamais, et tu la trouves là où tu ne t'y attends pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour leur toit. Je ne sais pas si Maxime a fini par se bouger, s'ils ont trouvé l'argent, ou s'ils vivent encore avec des seaux sous la pluie. Plus mon cirque, plus mes singes. Apparemment, je gâchais l'ambiance avec mes histoires de chantier, alors je les ai laissés dans leur ambiance avec un toit qui prend l'eau. Ce que je sais, c'est que ma boîte vient de signer le plus gros contrat de son histoire. Et pour la première fois, je n'angoisse plus à chaque appel. Je ne me demande plus quelle crise je vais devoir gérer. Parfois, le meilleur outil qu'on puisse avoir dans sa caisse, c'est la capacité de partir.